Intertexte, Camille Zéhen, un podcast animé par Arthur Segar. Bonjour. Bienvenue Camille dans ce podcast où on va parler de texte ensemble. Je suis trop content de t'accueillir. Et donc, comme tu le sais, avant qu'on parle des différents textes que tu as choisis, il y a ce petit rituel en début d'émission où tu as devant toi des petites cartes sur lesquelles j'ai marqué des phrases. Et donc, si toutefois tu arrives à me lire, tu peux en tirer une et voir si tu tombes sur une phrase qui t'inspire ou pas. D'accord. Alors, je pioche la carte. Ouais. Et c'est une longue phrase. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres. Et voilà, on ne change pas, on ne cache qu'un instant. On ne coche qu'un instant. On ne cache. On ne cache qu'un instant de soi. Alors j'ai un petit peu honte parce que c'est Jean-Jacques Goldman. Pour Céline Dion, j'aurais pu trouver la chanson. On ne chante. Ah mais parce que moi, si on n'entend pas l'air, je reconnais pas les paroles. Ça y est, maintenant j'ai l'air. On ne chante. Bon, je vais pas le chanter. Qu'est-ce que ça m'inspire j'adore Céline Dion. Et mais comme plein de gens. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Plutôt deux choses que je me suis rendu compte que j'écoutais de la variété depuis des années, des millions d'années, et je me rendais pas compte à quel point en fait c'était génial la variété. Et là par exemple récemment j'ai réécouté tout Starmania. Bon c'est pas très original, mais je me suis dit waouh c'est tellement incroyable. Enfin, pour le coup, c'est une espèce d'évidence géniale, un peu outrancière. Je me demande même si on pourrait faire ce spectacle aujourd'hui. Et je crois que ça a été remis en scène. Ah oui, ça a été remis en scène, mais je l'ai pas vu. Et je me suis dit, tiens, d'ailleurs, en réécoutant bien après le spectacle comme ça, par hasard, je me suis dit que j'avais envie d'y aller. Mais c'est plutôt genre vraiment la dimension hyper punk. Je me disais, il y a plein de désirs, justement, un peu dans ce spectacle qui sont hyper forts, comme le désir de tout casser, la solitude, sa sexualité qui peut être réprimée. Enfin, et je me disais, c'est très fort. Tout ce que ça comporte. Donc voilà, ça m'évoque effectivement la puissance de la variété comme évocatrice finalement de sujets importants et forts du désir dans nos vies. Et après sur ces questions de on ne change pas, c'est encore une fois c'est des choses tellement universelles de qu'est-ce qui fait qu'on peut changer dans le monde et dans notre existence. Donc là c'est un peu freudien. Est-ce que psychanalytiquement on peut changer ou pas ? Quels sont les mécanismes pour changer sachant qu'on est extrêmement rigide ? Et après, sur la dimension, on met juste les costumes d'autres. Là, pour moi, ça évoque toute la dimension du masque dans la vie, et plutôt Irving Goffman, la vie quotidienne, la performativité du soi, ce genre de choses. Donc, effectivement, il y a beaucoup de richesse chez Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. Et du coup, tu penses qu'on change ou qu'on ne change pas ? Moi je pense qu'on change parce que j'essaye de garder l'espoir, parce que si on se dit qu'on change pas, alors on a une espèce de rapport hyper déterministe au monde et donc désolant. Donc je pense qu'on peut tout à fait changer. Par contre, il faut mettre des efforts. Il faut travailler quoi. Et c'est pas facile parce qu'on a plus ou moins des freins qui sont forts quoi, des résistances. On change pas tout seul quoi. Il faut provoquer le changement. Je sais pas, en tout cas dans la fiction, les gens adorent cette idée qu'on peut changer après avoir fait une longue promenade en montagne de 15 jours et que soudain on va devenir, je pense que le changement dans la fiction c'est un motif hyper fort en fait de la quête d'un personnage. À la fin de la quête on change. Dans la vie réelle j'ai l'impression que c'est moins rapide, ou alors on peut se transformer, mais de là à changer il y a des petites touches. De là à changer radicalement, enlever en fait tous ces prismes qui sont des prismes d'empêchement, c'est pas si facile. D'après moi. Mais je voulais relire un livre que j'avais adoré quand j'étais jeune qui s'appelle Changement de Paul Václavic, et c'est sur en fait plutôt je crois les rapports entre les couples et en fait à quel moment les gens se cristallisent dans le conflit et du coup comment est-ce qu'on sort de ça. Il me semble que c'est un truc comme ça, de comment on change dans des rapports qui sont devenus dysfonctionnels. Ça aussi c'est intéressant, parce que les gens arrivent dans des impasses et puis comment en fait on renverse ces impasses, et j'ai trouvé ça assez... De toute façon Paul Václavic est génial mais... Voilà. Et donc le changement du titre, c'est quoi ? C'est le changement qu'il faut faire pour sortir de l'impasse, ou c'est le changement de la personne qui est en couple et donc qui rentre dans l'impasse ? Non, je pense que c'est plutôt processus de changement de manière très vague. Justement, lui, il n'a pas forcément... c'est marrant parce que Václavic, il est à la frontière aussi de manuel de vie, entre guillemets, mais en fait, il est des psychiatres. Mais c'est plutôt, on va regarder des exemples qu'il a pu avoir en séance et on voit qu'est-ce que ça raconte du changement. C'est vraiment un peu empirique, en fait, mais quand même théorisé.
Alors Camille, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau ? Alors c'est pas forcément beau dans le sens très bien écrit. Enfin, c'est pas forcément la langue qui m'a touché le plus encore que. Enfin, c'était pas une évidence de poétisation de la langue comme je peux aimer dans d'autres textes. Mais c'est vrai, si je prends vraiment le dernier texte où je me suis dit ouais, c'est un choc littéraire. Pourquoi je l'ai pas lu plus tôt ? C'est Le Nain de Par. Alors j'ai très mal prononcé. De Par Lagerkvist. Bon, je prononce pas très bien. C'est un nom suédois. Enfin, je sais pas quoi. Attends, le Lager. En fait, je sais pas non plus. Ouais, voilà. Je sais pas comment se prononce le KV en suédois. Et je crois qu'il a eu le prix Nobel de littérature, cet auteur. Et donc, ce livre, c'est génial parce que c'est un monologue d'un nain, en fait. Je sais pas si tu l'as lu. C'est un nain qui est à la cour... bon, alors, je vais pas trop réviser, mais dans mon souvenir, genre autour du 15-16e siècle. Ouais. Et c'est le nain du roi. Et puis, en fait, il a vraiment une détestation absolue déjà pour tous les autres nains. Donc, ça commence par lui racontant sa haine pour tous les nains avec lesquels il est emprisonné, en fait, dans la tour des nains. Enfin, emprisonné, vide, mis à part. Et puis en même temps, il a des sortes de prétentions politiques et il déteste l'humanité dans son ensemble. Et donc c'est assez génial parce que moi j'adore les personnages qui sont, qui détestent l'humanité et qui la critiquent. Et en même temps, c'est une espèce de critique de la bouffonnerie en général, des intrigations, des intrigues politiques. Et donc à un moment un cardinal je crois qu'il va prendre un peu le pouvoir, donc il critique ce bord-là, puis en fait ce qui est assez génial, c'est qu'il est juste désabusé de tout et en même temps au final on sent qu'en lui il y a un désir de reconnaissance hyper fort et dont il est enfermé par sa condition de nain qu'il exècre. Enfin il y a un peu tous ces clivages en lui et donc c'est une espèce de long monologue de ce nain qui raconte sa vie à la cour et j'ai trouvé ça hyper fort. Et très jouissif en fait de lire des textes de gens qui détestent l'humanité. Ouais, ça a l'air vraiment passionnant comme texte. Ouais, dis-nous en plus sur ces textes de gens qui détestent l'humanité. Tu penses à quoi d'autre dans cette catégorie ? Alors moi il m'a fait penser à, mais je voulais en parler peut-être après, mais bon, à un autre auteur que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Thomas Bernhard, qui pour moi est dans cette espèce de râlerie exponentielle et qu'en même temps derrière cette râlerie il y a une sorte d'amour en fait qui est un peu dissimulé je dirais, ou qui est transversal à ça et vraiment c'est l'auteur pareil où quand je le lis je me dis genre ah ouais, cette espèce de rage sublimée par la langue et en même temps cette rage sublimée de c'est trop difficile d'évoluer dans un peu la mesquinerie humaine généralisée. Et donc, franchement, la dernière fois, je relisais je repensais, j'ai pas tout relu, mais j'ai relu des bouts des Arbres à abattre. Donc, c'est un personnage qui raconte un dîner un peu bouffon et tout. Puis, il y a toute cette détestation. Puis, en même temps, il y a quelque chose, ou comme dans Le Neveu de Wittgenstein, en fait, il y a beaucoup d'amour dans ce texte, malgré toute la râlerie. En fait, c'est pas que de la détestation, c'est beaucoup de râlerie. Puis, il y a cette écriture, en fait, répétitive, un peu comme du Steve Reich, enfin, une espèce de circonvolution. Et c'est trop trop beau. Et du coup, j'aime beaucoup cette idée. Enfin, vraiment, ça a été quelque chose d'assez fort pour moi dans l'idée de ce que peut la littérature. C'est-à-dire, je suis pas forcément toujours intéressée par la nature des histoires qu'on raconte, mais j'aime beaucoup comment ça charrie un certain nombre d'émotions et de motifs qui peuvent s'opposer à la bienséance en fait des choses et aller beaucoup plus loin dans la dureté en fait des émotions, la cruauté en fait. Je suis fascinée par ça. Par la cruauté, les textes cruels. Par la mise par en fait le fait de creuser dans cette cruauté qui est quand même omniprésente dans notre existence. Hein. Et tu penses que c'est aussi dû à ce truc de rapport de pouvoir et donc ce nain qui voit que en un sens il est dominé par le roi et qu'il est l'objet de dynamique qui le dépasse et donc il va critiquer ça, il va voir aussi peut-être comment la société est organisée, le cardinal, etc., les intrigues politiques. Tu penses que c'est aussi lié à une critique plus politique des rapports de pouvoir, c'est ce texte-là et peut-être ces textes-là sur de gens qui détestent l'humanité? Non, mais alors effectivement dans Le Nain, il y a aussi une sorte de critique lucide pour en revenir au Masque, un peu de la mise en scène des individus dans leur quête effrénée de pouvoir, c'est-à-dire le rôle qu'on joue pour arriver à ses fins. Et effectivement, Le Nain a une espèce de forme de lucidité désabusée et en même temps rageuse. Et chez Thomas Bernhard, je dirais qu'il y a une dimension
politique dans sa critique, toujours en toile de fond sur l'Autriche en fait, et un peu la place de l'Autriche dans ses rapports avec le nazisme et autres. Donc il y a vraiment ça aussi chez Thomas Bernhard, mais finalement, par contre, dans les intrigues littéraires, c'est pour moi beaucoup plus aussi une sublimation par la langue d'une sorte de médiocrité. Enfin, en tout cas, dans Des Arabes Arabat, c'est vraiment cette médiocrité-là. Et après, selon les textes, c'est un peu différent, ces rapports-là. Mais de toute façon, je pense que d'avoir ces regards-là, c'est toujours, entre guillemets, un peu politique, puisqu'en général, les réactions des gens, c'est toujours « Ah bah dis donc, c'est un peu difficile, hein. C'est un peu triste, c'est pas positif. » C'est des textes qui peut-être donnent à voir des choses qu'on n'a pas envie de voir ou qui sont un peu désagréables à voir, quoi. Ben j'imagine. Moi, j'ai pu entendre des choses de cet ordre. Moi, personnellement, ça me fait plutôt du bien de lire des gens qui abondent plutôt dans un sens critique de l'humanité, parce que je trouve que l'humanité est très critiquable, mais moi-même, je le suis. Comme il y a quelques trucs à critiquer, éventuellement. Non, mais ouais, et pour citer, du coup, ça me fait penser à une citation de Baudrillard qu'on cite dans notre livre qu'on a coécrit avec Emmanuel Fantin, « Soyons à la hauteur de notre tragique imbécilité ». Pour moi, il y a vraiment quelque chose dans ces littératures-là qui répond à ça, en fait, qui sublime, en fait, cette tragique imbécilité. C'est ça que je trouve très beau. Et en fait, ça me faisait penser un peu à Baudrillard aussi, ce principe de lucidité et de mise en valeur, peut-être, de quelque chose de tragique ou de... Je sais pas où je vais avec cette phrase, mais quand t'as parlé de ce texte, il y a certains trucs qui m'ont un peu fait penser à Baudrillard. Et comme t'as travaillé sur lui, je sais pas si t'en parles un peu après. Non, pas du tout, mais... Donc, est-ce que tu penses que lui aussi, il a un peu peut-être cette position un peu marginale qui lui permet aussi d'avoir un regard, on va dire, un peu désabusé sur l'humanité et éventuellement les structures de pouvoir qui régissent l'humanité. Enfin, peut-être c'est par rapport au nain, c'est aussi cette position-là un peu à côté qui lui permet d'avoir un discours lucide et peut-être un peu cynique. Enfin voilà, ce truc de montrer une vérité qu'on a, enfin ou des faits d'une réalité qu'on n'a pas forcément à laquelle on n'a pas forcément envie de se confronter, quoi. Tu penses qu'il y a peut-être une parenté, une comparaison possible avec Baudrillard là? Ouais, je pense que ce sont des familles qui se retrouvent sur cette espèce d'idée du pacte de lucidité et d'une espèce de pas de côté sur le monde. Et par contre, c'est vrai que ce que je n'ai pas dit, mais je pense qu'il est important, c'est que dans cette lucidité et ce côté très désabusé, en fait, il y a quand même beaucoup d'humour. Il y a aussi un retournement permanent. En fait, le nain, il a une ironie féroce. En fait, il est hyper drôle. Des arbres à abattre de Thomas Bernhard, c'est hyper drôle quand il fait des portraits de la société viennoise. Et Baudrillard aussi, c'est quelqu'un qui est pataphysicien dans sa jeunesse, et donc il est habité par ce décalage ironique, justement ce renversement des perspectives. Et donc il y a un peu, à la fois, on a une lucidité un peu acerbe, et très critique en fait, et un peu en fait Baudrillard, il a un côté très mélancolisé, mais cette mélancolie, elle est aussi tout le temps nourrie de choses très très drôles en fait. Ouais. Voilà, je pense que ce sont des gens qui s'amusent beaucoup aussi, peut-être intérieurement. Enfin, je leur souhaite. Ouais, ça a l'air cool. Ouais, voilà, j'encourage tout le monde à lire ce texte. Moi, j'ai trop adoré. C'est Emmanuel Fantin qui m'en a parlé, justement, puisqu'on parlait de ça, de notre volonté de trouver en littérature pas que des choses qui nous rendent heureuses ou qui seraient trop positives, mais justement d'aller chercher un peu dans la darkness de l'humanité, quoi. Et vous en avez parlé en écrivant le livre dont Jean Baudrillard est le héros, ou pas du tout? Non, pas du tout, c'était après, c'était vraiment entre nous, je sais plus, on avait une discussion sur c'est quoi les grands textes de notre bibliothèque, et j'étais chez elle me dit mais il y a ce livre, enfin justement on était un peu en train de se dire mais c'est agréable, un peu finalement en train de parler de qu'est-ce que c'est que la littérature contemporaine aujourd'hui, et dans les modes un peu éditoriales, on sentait qu'il y avait quelque chose de tout le temps un peu feel good qui était en permanence mis en avant quand on n'est pas dans l'autofiction, hein. Et du coup on se disait c'est beau toute la férocité de ces textes, et on sentait que c'était peut-être plus trop à la mode, ou que c'était un peu plus effrayant, que c'était plus dur, et qu'on n'aimait pas forcément publier des choses difficiles, parce que je sais pas d'ailleurs pourquoi. Moi je pense que tout le monde est prêt pour lire ce genre de choses, hein. C'est quoi le texte qui parle le mieux d'amour? Ça, c'est une question très difficile, hein. Ouais, c'est une sacrée question. C'est une sacrée question, surtout que d'emblée, je pense que comme beaucoup de gens, je vais penser à Fragment d'un discours amoureux de Barthes, parce que lui-même a essayé de prendre énormément de textes qui parlent d'amour pour théoriser qu'est-ce que c'est que ce sentiment amoureux. Et c'est très réussi. Et moi-même, à chaque fois que je me dis, tiens, qu'est-ce qui parle d'amour, finalement, au lieu que par paresse, je lis Barthes.
Et justement, là, récemment, encore une fois, c'est Emmanuel Fantin qui m'en a parlé, de L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont, mais qui parle finalement plutôt de la mise en scène de la passion, enfin que l'amour se réduira à la passion dans la littérature. Et il y a cette citation où il écrit plutôt l'amour heureux n'intéresse personne. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, déjà, c'est presque une manière de dire je ne sais pas comment répondre à la question, au sens où même, entre guillemets, de Denis de Rougemont, mais finalement, on passe très rapidement de l'amour à la passion dans la représentation de ce sentiment, de ce sentiment-là, et en même temps, du coup, qui représente une espèce d'amour un peu tranquille. Effectivement, c'est pas forcément un motif littéraire. Du coup, si je réfléchissais, j'ai vu deux sortes de manières de répondre comme ça spontanément. Il y a un peu quelque chose, justement, de l'échec de la passion, et en même temps de la critique d'un amour qui serait un peu sans aventure, qui est Madame Bovary, mais par la figure de Charles Bovary, qui finalement incarne le type bien, génial, mais qui n'apporte rien au niveau de la passion, et donc qui est complètement dévalorisé par Emma. Et elle-même, en même temps, fonce dans une idée passionnelle de laquelle elle sort blessée, et en même temps, elle aura essayé de vivre. Enfin, il y a un peu cette espèce il y a vraiment cette dialectique qui est mise en scène. Bon, puis le texte est, pour le coup, aussi très ironique, génial. Enfin, je l'ai relu il y a pas très longtemps, d'ailleurs, aussi. Enfin, il y a 1 an. Et j'ai trouvé ça formidable. Enfin, moi, je trouve que Flaubert est incroyable. Je l'adore. C'est vraiment un compagnon de lecture au fil des années. En fait, une copine m'a offert toute la correspondance dans la Pléiade. Du coup, à chaque fois que je suis un peu déprimée, je lis la correspondance de la Pléiade, parce que il y en a 5 tomes, donc j'avoue, je les ai pas tous lus, parce qu'avant j'avais lu en fait l'ensemble, mais qui était pas dans la Pléiade, un gros truc je sais plus où c'était publié. Mais c'était juste déjà une sélection. Et là, du coup, je relis tout par ordre. Mais bon, j'avais pas du tout fini. Mais c'est vraiment quand je suis un peu dépressive et que je sais plus quoi lire, je me dis, après peut-être quand j'ai lu 4 textes qui m'ont hyper déçue, je relis Flaubert. Et ça te réconforte, parce que c'est vrai que le Flaubert de la correspondance, en plus, il est particulièrement d'une lucidité cynique, avec peut-être de l'humour, mais enfin il y a un peu ce truc dont on parlait de lucidité même un peu méchante sur le monde, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Il y a ça, puis il y a la dimension un peu historique, où j'ai l'impression qu'on est beaucoup à se dire tout le temps genre oh là là, le monde est horrible, ou il y a plus de place pour la culture de qualité, un peu genre il y a plus de bons livres, des trucs comme ça en fait, et tout est devenu nul, et ça aide à resituer un propos qui est un peu le même en fait à l'époque de Flaubert, où lui-même dit en fait il y a que des mauvais écrivains, il y a que des pièces de théâtre minables, de toute façon les gens qui ont vraiment quelque chose à dire en fait ils sont muselés. Je trouve qu'il y a beaucoup de permanence en fait, avec un peu la fatuité d'un certain nombre de choses contemporaines, et sauf que lui est rentier, donc il a une vie quand même très privilégiée, mais à chaque fois je sais pas, ça me resitue dans un espèce d'état où je me dis ah oui, mais en fait les choses évoluent, puis elles évoluent peu, et ça me rassure un peu, cette espèce de permanence de problématiques qu'ils rencontrent, et aussi la problématique du corps, dormir, manger, réussir à travailler, comment on arrive à faire ça, enfin je trouve ça toujours assez agréable d'être dans l'intimité de quelqu'un, et de la jalousie par moments, de l'escolet, et puis de la place que ça prend, puis justement de son rapport aux femmes en fait, où passe quand même son travail un peu avant tout, donc c'est intéressant aussi cette isolation. Et donc ouais, vraiment Madame Bovary, je pense que d'une certaine manière ça parle d'amour, mais ça parle un peu de la déception de l'amour, et en même temps du risque de vivre, d'essayer de vivre quand même cette idéologie, ou en tout cas ce mirage là. Donc c'est toujours beau, je pense, de prendre des risques dans une existence. Et après sinon du coup je pensais vraiment à un texte de Thomas Bernard qui s'appelle Maître ancien, et d'une certaine manière pour moi c'est un texte d'amour hyper beau, parce que je sais pas s'il faut que je spoil trop le texte. Je sais pas du tout, je connais pas donc. Mais en gros, sous couvert d'une sorte de critique du musée et de l'Autriche en général, du musée des Beaux-Arts de Vienne, le musée des Beaux-Arts et de l'Autriche en général, et il y a une sorte de déclaration d'amour à une femme, et c'est vraiment magnifique et très drôle, c'est vraiment un texte génial. Donc j'aurais cité ces 2 exemples, mais je pense que c'est pas forcément le plus pertinent. Après, de manière tout à fait évidente, mais je l'ai pas lu depuis 1 million d'années, il y a le texte d'Albert Cohen, mais qui est supposé... Belle du Seigneur. C'est ça, qui est supposé être un grand texte d'amour. Moi, je l'ai trouvé très drôle. Et sur la dimension d'amour, je sais pas, finalement. C'est un peu la même question, finalement, entre l'amour heureux, qui est peut-être un peu tranquille et ennuyeux, et la passion, qui est un matériau romanesque, et justement en fait, il repose, j'ai l'impression, certaines questions de Madame Bovary dans Belle du Seigneur, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les deux, là, ils sont dans une passion
absolument sublime et ultra poétique, etc. Et voilà, quand t'es adolescent, tu lis ça et tu te dis c'est trop beau. Mais en réalité, à la fin, ils meurent tous les deux de cette passion qui est tellement romanesque parce qu'ils sont tellement dans un idéal que c'est un idéal mortifère. Et à la fin, le fait de vivre entièrement cette passion-là, ils s'enferment tous les deux je crois dans une chambre d'hôtel. Et enfin, il y a tout un truc où finalement ça tourne un peu en rond et cette idée-là de la passion complètement idéalisée, enfin ils se perdent dans leur propre idéal et finalement, je crois vraiment ils meurent de ça, quoi. Donc qu'est-ce que t'en penses, toi, est-ce que la passion c'est un bon matériel romanesque mais c'est pas un truc qu'il faudrait vivre ou... vivre et écrire, enfin vivre et lire et vivre et écrire, je pense que c'est des choses différentes, mais je pense que c'est un bon motif parce que oui, effectivement, tu l'as dit toi-même, c'est romanesque, c'est un peu agréable, il est difficile de raconter entre guillemets entre gros guillemets des vies minuscules ou des histoires d'amour minuscules qui peuvent être magnifiques, mais quelle est leur place dans la littérature Mais et en même temps, je pense à ça, je me disais, ce qui est intéressant aussi, c'est quand la dimension de l'amour est présente, mais elle peut être là, mais d'autres choses cohabitent, en fait. Un peu comme dans Madame Bovary, je pense que c'est central, et puis en fait, c'est complètement aussi périphérique de qu'est-ce que c'est qu'un destin en province, au 19e siècle. Il y a quand même autre chose autour, donc c'est plutôt, je pense pas que je me demande dans quelle mesure il y a un épuisement si c'est le sujet central, en fait. C'est ça. Je crois que c'est Rilke, dans L'être un jeune poète, il disait, surtout, n'essayez pas, enfin, du coup, il donne des conseils à un gars qui veut écrire et un des conseils c'est même si c'est une pulsion qui est évidente, n'essayez pas d'écrire un truc sur l'amour parce que sinon ce sera forcément nul, etc. L'amour, ça doit être un motif secondaire ou alors qui doit être traité avec d'autres choses. Et c'est peut-être vrai, hein, peut-être qu'un texte uniquement sur l'amour, il va un peu s'essouffler à un moment, je sais pas. Je crois à ça en tout cas. Enfin, je me dis ça en pensant plutôt à un film que je trouve très beau dans la représentation de l'amour, mais le film est génial, c'est Madame 2 de Max Ophüls. Et c'est trop bien parce que donc c'est Madame 2 qui va tomber amoureuse du comte qui est joué par Vittorio De Sica, qui est assez beau gosse et tout. Bon bref, elle tombe complètement amoureuse de lui et mais ça met du temps, mais ce qui est super, c'est que le dispositif du film, en fait, il est plutôt autour de la rencontre et du hasard de cette rencontre. Et elle, du coup, elle a marié. Et comment, en fait, ça commence par une espèce de tromperie où elle vend des bijoux. Enfin, il y a toute une espèce d'histoire d'un objet qui circule. Enfin, il y a quelque chose de très Sacha Guitry dans la construction, en fait, assez ludique. Et puis en même temps, pareil, ça raconte plutôt En fait, c'est plutôt dans quelle mesure l'intrigue organise l'existence et la rend agréable, en fait. Et l'amour est une intrigue dans une intrigue. Enfin, il y a plutôt quelque chose comme ça. Donc, il y a un peu toujours les fils du film qui sont mis en scène par le film. Et en même temps, dedans, il y a vraiment des beaux moments. Il y a un magnifique plan séquence, en fait, où ils dansent ensemble. Et ça s'arrête jamais. Et c'est tout un plan séquence hyper beau, hyper bien construit qui raconte ça. Mais entre guillemets, le film repose pas que sur ça. C'est un peu un climax. Ouais. Mais j'avais trouvé ça assez beau. Et c'est en pensant à ce film où je me disais, à la fois, il y a une évidence de l'amour. Et puis en même temps, s'il y avait eu que ça et pas tout ce dispositif assez génial, ça se serait épuisé, quoi. Un texte qui provoque la réflexion. Alors, moi, je dirais que tout texte provoque la réflexion. Parce que j'adore lire, mais même quand j'étais enfant, j'adorais lire n'importe quoi. Et du coup, je me dis, la lecture du journal télé peut provoquer la réflexion. Mais au sens, on peut se dire, tiens, mais pourquoi c'est comme ça? Ouais, c'est marrant. Enfin, on peut analyser plein de trucs, en fait, en lisant une grille de programme télé. Je pense à un truc basique que je lisais beaucoup quand j'étais enfant. C'était genre mon rêve, quand il y avait Télé Loisirs, je le disais et tout, j'étais trop fan. Et je lisais déjà me lire et tout, mais bon, maintenant de manière plus évidente, je dirais des choses, je lis beaucoup de sciences humaines. Et là, pour revenir vraiment sur le truc récent que moi j'ai trouvé génial, qui a provoqué ma réflexion, c'est le livre Béton de Anselme Japp, que j'ai adoré, qui est vraiment sur un objet entre guillemets anodin, mais tellement omniprésent, qui est le béton. Et partant de ça, en fait, ça organise vraiment les rapports du monde post-industriel, en fait, et un peu un certain nombre... c'est très politique, en fait, de se dire dans quoi on vit et qu'est-ce qu'on fabrique pour... Enfin, lui, c'est un peu son propos, en fait, pour à la fois faire en sorte que les gens aient plus accès à l'habitat, parce que du coup, on va les mettre dans des sortes de cloîtres en béton, et qu'en même temps, finalement, ce qui devait être un luxe organise, en fait, un appauvrissement de plusieurs natures, avec des bâtiments qui sont périssables. C'est ça que j'ai découvert, c'est que le béton armé, en fait, a une durée de vie de, je sais plus ce qu'il dit, je crois, entre 30 et 70 ans. Ce que je ne savais pas, du coup, je me suis dit, mais en fait... C'est pas si long. En fait, tout va s'écrouler. En fait, tout va s'écrouler, ouais. Il y a une espèce de perte de savoir-faire. Enfin, là, je veux pas parler comme une vieille réactionnaire, type... comment il s'appelle, Huysmans, quoi, qui lui aussi est très critique, d'ailleurs, dans cette famille de gens un peu ironico-critiques.
Mais il y a quand même un peu cette dimension, donc un peu très intéressante, parce que économiquement, en fait, il raconte l'enrichissement, qu'est-ce que ça amène, en fait, d'avoir ce marché du bâtiment qui explose, qui s'est enrichi, à quel péril, à quel risque et autres. Et qu'est-ce que ça sert comme intérêt idéologique, en fait, qu'est-ce que ça raconte du monde dans lequel on vit, quel monde, en fait, ça crée, et c'est super intéressant. Parce que je me disais, genre, enfin, là, pour le coup, ça répond presque à un autre, à la question d'après, un livre que j'aurais voulu avoir écrit. En tout cas, j'aurais vraiment voulu avoir cette idée. Je trouve que c'est hyper bien mené, il est génial, c'est riche, c'est malin. Vraiment, j'étais fascinée, quoi. Ouais. Et du coup, le béton, c'est quoi comme idéologie du monde? Bah, c'est un monde, pour moi, hein, parce que là, lui, il dit plusieurs choses. Bah, il dit c'est un monde, une idéologie cheap, en fait. Ça raconte beaucoup. Enfin, c'est très ostentatoire dans finalement ce que ça propose d'un point de vue extérieur. Et puis, en fait, en réalité, dans les modes de vie, du vécu, ça, c'est quelque chose qui s'épuise très vite et qui prend un peu le dessus sur la nature, en fait. Il y a une dimension très éloignée, en fait, d'une interconnexion du bâtiment et de l'espace immédiat. Ce qui explique, c'est que jusqu'ici, en fait, les bâtiments, ils sont un peu construits avec les matériaux qui sont sur place, alors que là, en fait, on fait du sable et on déplace un peu des choses sur des zones qui sont pas forcément en rapport avec ça. Alors que chaque pierre qui aurait pu être utilisée, c'est des pierres spécifiques qui sont dans une zone spécifique et qu'effectivement, même le bassin parisien avait ces carrières qui permettaient des spécificités, qu'en fait, en réalité, c'est comme si, enfin, lui, c'est ce qu'il dit, hein, mais enfin, quelque chose du genre, hein, je veux pas surinterpréter, mais c'est aussi comme si, après, les terres et les bâtiments qu'on crée sont un peu consubstantiels, parce qu'ils racontent aussi plein de problématiques de cette mise en dissociation, en fait, un peu d'une dimension holistique du bâtir, quoi. Donc il y a un peu cette idée, pour moi, ce que je trouve assez beau, enfin, moi, ce que je comprends, c'est un peu l'idéologie de la suprématie humaine sur le territoire, quoi. Ouais. Et suprématie avec, en fait, des gros moyens, mais un peu finalement quelque chose de cheap, puisque ça va pas être permanent, ça va s'écrouler, et ça va faire de l'argent. Enfin, c'est un peu tout le capitalisme aussi en toile de fond, quoi. Et quelque chose, ouais, c'est ça, de ce rapport avec le vivant, l'environnement, une volonté de contrôler tout le temps et de plus en plus les choses, au lieu de faire avec ce qui préexiste, en fait, et d'être en association dans les constructions, quoi. Ouais, ça me fait penser à un des films que t'as fait sur ça s'appelait Le monde comme volonté de fiction contre comment ça contre le désespoir. Contre le désespoir. Sur un peu cette ville nouvelle qui est complètement artificielle, et du coup tu utilisais aussi des images de jeux vidéo pour montrer ça. Et voilà comment justement ça efface aussi la nature qui revient ensuite dans le moment de l'écroulement de cette espèce d'utopie urbaine, et avec le retour des animaux dans la ville dévastée. Enfin, du coup, c'est des problématiques qui t'habitent, le capitalisme contemporain, mais tel qu'il se traduit dans le bâti, dans l'urbanité. Je crois que ta thèse aussi, tu l'avais écrite plutôt sur les supermarchés, mais c'est aussi une forme d'architecture qui est révélatrice, en fait, de beaucoup de choses, et voilà, souvent qui va avec toute une bétonisation, une normalisation, une artificialisation. Donc voilà, c'est des sujets qui ouais, c'est vrai. Te travaillent. Bah, c'est vrai que dans les deux cas, finalement, tu vois, effectivement, Ansel m'a répondu, puisque c'est des objets plus vieux, hein, ma thèse et ce film. Mais c'est vrai que sur le film, j'avais eu cette idée en pensant, en fait, en lisant beaucoup de trucs sur le concept de Smart City. Et moi, j'habite pas très loin de Issy-les-Moulineaux, qui n'est pas une ville que j'adore d'ailleurs, au contraire, dans son urbanisation. Et en fait, justement, Issy-les-Moulineaux se targuait d'être une Smart City et tout. Puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est exactement? Donc je fais des recherches, puis je découvre qu'en fait, Smart City, c'est simplement ce qu'il y a un recensement des gens qui sont au cimetière et qu'on va pouvoir voir un peu en temps réel quand passe le bus, quoi. Et je m'étais dit, je trouvais ça fascinant, en fait, l'idéologie de ces discours d'une ville moderne, organisée, des datas, de conneries, enfin, et en réalité, pour moi, il y avait quelque chose où ça n'impliquait jamais une espèce de réactivité sur comment, concrètement, on mène son existence. Et pour moi, c'est l'existence d'un être humain singulier, c'est très pédestre, en fait. Enfin, on peut être en vélo, enfin, en vélo ou en voiture, mais déjà, je suis pas forcément pour la voiture, mais en tout cas, je suis toujours fascinée pour me dire, mais en fait, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent des choses, et en fait, ils les imaginent pas du tout pour être arpentés à pied, en fait. Enfin, dans ce genre de rapport. Et du coup, je me disais, bah, c'est marrant pour moi, la Smart City, c'est vraiment des encodages très théoriques, mais très théorico, libéraux, start-upers, qui prennent rarement en compte les réalités vécues. Ouais.
Et ce qui m'énervait en plus là-dedans, c'était un peu d'aller au-devant, justement, de comment les gens peuvent vivre leur vie et de les préorganiser, en fait. En se disant, il est évident, mais évident basé sur je sais pas quoi d'ailleurs, il est évident que les gens vont vouloir ça ou vont vouloir ci. À la limite, le béton, c'est ça, en fait. Il était évident que les gens allaient être trop heureux d'être dans des grands ensembles de béton avec des petites cages dedans. Et en fait, peut-être pas, quoi. Et donc, moi, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qui serait une métaphore, un peu une analogie de cet espace où tout aurait été préconçu pour nous, puis finalement, en fait, les gens auraient plus envie d'y vivre. Et comme c'était il y a pas si longtemps ce film, mais genre il y a 3-4 ans, je m'étais dit, il y a un espace qui pour moi incarne un monde complètement abandonné qui est Second Life. Parce que c'était, en fait, il y a 10 ans, un espace hyper chargé, et puis maintenant, je lisais plein d'articles sur le fait que les gens savent plus quoi faire des avatars dans Second Life parce qu'ils bougent pas, et puis c'est un peu est-ce qu'on doit les tuer ou pas, sachant qu'ils sont morts. Et je me disais, tiens, c'est marrant, en fait, prendre des images de Second Life maintenant, ça va déjà raconter un monde qui est complet, parce que du coup, là, ils ont été enlevés, c'est vraiment un monde complètement dépeuplé, en fait. Là, j'étais sur Second Life tout le temps, on croise jamais personne. Et du coup, j'ai fait ce film à partir d'images de Second Life où il y a des personnages qui racontent à quel point, en fait, c'était une ville trop bien, puis en fait, en même temps, ils la supportent pas, puis ils commencent à s'ennuyer, puis effectivement, du coup, ils partent, et puis en fait, du coup, il y a plus rien dedans, et puis c'est vraiment Second Life maintenant. Donc, je trouvais ça assez drôle de me dire, en fait, dans ce truc virtuel, il y a un peu quelque chose qui se répond. Je suis sortie de ma chambre. Ah, c'est bien. Moi, je ressens toujours une sorte de béance avant de sortir. Peut-être que si on supprimait les portes, ça irait mieux. Remarque, moi, je n'ai rien contre les portes. Tu vois, quand j'ouvre une porte, c'est comme si j'ouvrais un monde. En réalité, ce qui me fait peur, ce n'est pas le monde extérieur et son inconnu fondamental. C'est toujours les portes que l'on ouvre. Un risque à prendre, celui d'être déçu. On va faire un tour de manège. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre de toute façon ? Il paraît que si l'on prend ce manège, on disparaît pour toujours. On change de ville. On va là où il y a plus de magasins, plus de foule. On ne s'ennuie plus. On se fait les ongles. On aime même aller au musée. À Bourdelle, on s'ennuie. J'ai envie de ressentir quelque chose de fort. Ouais, moi aussi, tu vois, j'ai envie de disparaître, de quitter cette ville. La vie est un combat auquel j'ai renoncé depuis que je suis ici. Il y a tout et rien à la fois. Rien qui ne me contente vraiment. Ici, tout est factice. On a des amis virtuels. On mange des poulets élevés en batterie, de la viande synthétique, la monnaie est dématérialisée et je vais mettre 45 ans à rembourser mon appartement. Et puis la planète est condamnée. Mais il est évident que nous allons continuer à décharger des tonnes de déchets en Asie et qu'ensuite il se formera des îlots de plastique dans les océans. Mais ce ne sera pas notre problème. Nous préférons hurler contre la lenteur des travaux de la nouvelle ligne de tram en mangeant des glaces. Et puis si nous essayons de nous rebeller contre les abusifs pouvoirs en place, alors les services d'ordre nous gazeront, ils nous lanceront des grenades et l'armée grouillera dans les rues. Oui, faire un tour de manège, c'est la seule chose qui nous permette de supporter 1 minute de plus dans cette ville. Heureusement que nous allons enfin disparaître. Et effectivement, sur ma thèse, c'était un peu comment les supermarchés, même s'ils sont tout à fait dystopiques dans les réactions des gens, sont en fait dans certains types de lieux, je dis pas tous, mais en tout cas dans mon terrain, dans des petites et moyennes villes, un peu des substituts de places de village, parce qu'effectivement les gens me disent tout le temps, mais moi j'y vais jamais, je déteste, et puis en fait ils passent leur temps à aller au supermarché, parce qu'en fait c'est quand même l'espace le plus vivant, puisque maintenant les centres des villages sont désertés, et là ils rencontrent leurs cousins, leurs profs de yoga, et ils font une réactualisation de leur interconnaissance, genre truc, elle va aller accoucher, machin, voilà. Et du coup c'est marrant parce que c'est quand même des espaces justement où la vie sociale se réinstalle un peu alors que c'est pas forcément prévu, et en même temps effectivement qui sont quand même très dystopiques dans leur artificialisation. Et en même temps un peu utopique, on peut quand même tout trouver, il y a des promotions. Faut pas que critiquer les supermarchés, il y a des choses en tout cas pour les gens très positives, c'est pour ça que c'est bon, il y a beaucoup de désirs quand même qui s'agitent là-dedans, et c'est ça qui me paraissait assez génial, quoi. Ouais, un peu le contraste entre l'idée qu'on se fait, la conception de ces espaces-là au point de vue du point de vue de la création, de se dire ça va être une super ville où tout le monde va vivre une vie parfaite, et en fait du coup tout le monde est trop déprimé, mélancolique, ou alors le supermarché où c'est fait pour acheter des trucs, et en fait ça va être un substitut de place de village. C'est un peu ce contraste entre le but officiel de l'espace et finalement les usages qu'on en fait, quoi. Ça me fait un peu penser à Michel de Certeau, comment en réalité les usagers détournent parfois ce qui était conçu pour un tout autre but, quoi. Bah ouais, ça c'est exactement ce que j'adore, toute cette théorie du braconnage, mais parce que justement je me dis, c'est par rapport à tout ce côté où moi j'adore les choses très désabusées et tout, dans le braconnage je trouve qu'il y a toujours un espoir d'une certaine manière, à se dire
Les gens peuvent toujours réutiliser. On peut toujours même les trucs les plus mainstream, déprimants, bétonnés, artificiels, au final, il y a peut-être des usages intéressants à en faire, quoi. Bah ouais, et puis je pense que d'imaginer que ce soit pas possible, ce serait aussi soi-même enfermer les gens dans des suppositions qu'eux-mêmes sont enfermés, alors qu'on n'est pas tout le temps complètement enfermé, entre guillemets. Ça signifie pas qu'il faut être très attentif aux dispositifs de contrôle desquels on est victime en permanence. Mais pour moi, j'ai toujours une espèce de résolution assez positive à me dire il y a toujours des moyens de tricher un peu avec le système, et il faut en être conscient, en fait. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça me fait penser à une autre de tes activités, puisque tu as beaucoup de casquettes, mais ce truc de détourner les objets ou les choses ou les images de leur usage principal, ça me fait un peu penser à certaines choses que vous faites avec les Froufrous de Lilith et les Food and Film. Ici le Arthur du montage. Pour vous préciser tout de suite ce qu'est le Food and Film, je vais vous lire les mots de Mathilda Portuguese, commissaire d'exposition. Le Food and Film est un programme d'art vidéo bimestriel organisé par les Froufrous de Lilith, donc Bulménian et Camille Zéhen, ad hoc. Métavers, tourisme, animaux, nuit, police, à mi-chemin entre une proposition plastique à part entière et la curation de contenus originaux, le Food and Film prend le temps de s'intéresser à ces thématiques universelles auxquelles on ne réfléchit jamais assez tant elles sont inhérentes à nos existences. Et donc il y a un thème particulier pour chaque séance, par exemple métavers, tourisme, animaux, nuit, police, etc. Et on projette des films et des vidéos de provenance et de nature extrêmement différentes autour de ce thème-là. Chaque séance s'accompagne d'une création culinaire à déguster pendant l'entracte, apportant au Food and Film cette dimension multisensorielle et conviviale qui lui est propre. Et en fait, souvent, justement, il y a ce truc à la fois lucide et avec humour, où vous détournez souvent des choses qui sont très... des médias qui sont pas faits pour ça, des choses très très mainstream. Enfin, le dernier c'était sur le tourisme, et du coup il y avait pas mal de petits spots touristiques du coup qui sont faits pour que l'usager achète un voyage, je sais pas, à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est une question de point de vue. Et là, dans le contexte du Food and Film, donc il y a une projection de différentes vidéos autour d'un thème, et donc ça va mêler des médias, des vidéos YouTube et des films d'auteur et des vidéos expérimentales. Et du coup, dans ce contexte-là, la vidéo très commerciale de spot touristique de Clermont-Ferrand, ça prend un effet comique, ou alors, ça s'est détourné de son usage. C'est aussi quelque chose que t'aimes faire, détourner les images, braconner les images et en faire autre chose. Je pense que c'est, je pense que dans la signification générale de mon travail, il y a un peu cette idée de se dire, tiens, les choses sont un peu, c'est peut-être mon côté très barthésien, mais les choses sont vraiment des discours ou des mythologies, des idéologies en fait discursives. Et donc en fait, j'ai rien pour ou contre. J'ai mes opinions, mais on va dire qu'en soi, a priori, je suis très dénotée devant les images animées ou les choses médiatiques, en me disant tiens, ok, c'est intéressant cet objet en lui-même, qu'est-ce qu'il raconte, et du coup c'est dans cette idée de pas être pour ou contre et de pas l'éliminer, mais de se dire tiens, lui, chaque individualité médiatique porte un certain type de discours que je trouve intéressant en tant que tel, et du coup dans ce rapport de détournement, ce qui est intéressant, c'est de l'entrechoquer avec d'autres en fait, et c'est là où je trouve que les discours prennent une puissance. Et c'est ça qui est fort avec un des trucs qui est fort avec le Food and Film, c'est qu'il y a aucun commentaire surplombant, vous présentez pas du tout les vidéos, il y a une organisation souvent en 3 parties, mais sinon c'est uniquement des vidéos qui se suivent sans commentaire surplombant, donc c'est vraiment juste dans l'entrechoquement des médias que un sens se produit ou se détourne. C'est ça, en fait on s'est vraiment dit dans cette idée de c'est pas nous qui devons juger les choses. Par contre les choses, elles existent et elles ont quand même une force dans leur dans leur singularité, mais par contre du coup de les mettre ensemble, et c'est plutôt ce qu'on fait, c'est qu'on met un certain nombre de médias, comme tu dis, vidéos YouTube, films d'art, films expérimentaux, documentaires, et on sert d'ailleurs à manger pendant la séance aussi en rapport. C'est ça que ça s'appelle le food. Donc on discute aussi un peu les imaginaires de pourquoi on mange des choses, qu'est-ce que ça raconte, puisque là pour le tourisme on avait fait un truc un peu genre comme si on mangeait français, comme si on était des touristes, et du coup qu'est-ce que c'est la gastronomie française, et on avait fait des escargots mais avec des champignons, mais ça ressemblait, je dois dire, beaucoup à des escargots, parce que tout est végétarien au Food and Film. Et après on mangeait des sandwichs au croissant, et en même temps on montrait des vidéos souvent c'est pas mal des Américains qui se filment en disant comment on mange un croissant, donc c'est un peu une sorte de réflexion aussi derrière qu'est-ce que c'est que la nourriture. La nourriture aussi c'est un discours, c'est un média en fait.
Et du coup, dans ce truc tourisme, c'est vrai qu'en fait, on a pris toutes ces choses et on se dit, bah, qu'est-ce que l'ensemble de ces vidéos elles nous racontent en fait de cette idée du tourisme. Et donc il y a quand même une dimension un peu théorisée en amont où on se dit bah, c'est quoi le tourisme, c'est quoi la différence avec le voyage, c'est quoi les dimensions positives, négatives, enfin, et chaque vidéo raconte quelque chose, c'est un point de vue en fait, et on organise l'hétérogénéité de ces points de vue dans une séance qui est un peu comme un voyage où effectivement là je crois qu'on commençait par les vacances, ensuite il y avait un chapitre sur le côté tourisme du quotidien, enfin les personnes qui vivent dans des espaces de tourisme, et à la fin une partie beaucoup plus critique sur la dimension coloniale en fait du tourisme, avec 3 films qui étaient une manière de raconter ça en fait. Être là, regarder des films ensemble, ça produit quelque chose qui n'est pas produit quand on est seul aussi, parce que tout de suite, dans les interréactions des uns et des autres, dans la possibilité de discuter, mais c'est pas de discuter pour faire du débat, c'est justement de dire « Ah, ça c'est trop marrant, ah ça je déteste », de manger des trucs, les gens se parlent vachement en fait. Genre « Ah, c'est quoi ce machin, comment on mange ça ?» Enfin, il y a vraiment un espèce de lien social qui marche et qui fait que c'est un peu au-delà de la consommation, enfin c'est un peu la consommation des autres aussi, enfin c'est vraiment c'est ça. Et bizarrement d'ailleurs c'est tout le temps plein, mais tout le temps plein ça c'est cool, mais aussi plein physiquement, il y a beaucoup de personnes dans la salle et les personnes sont pas trop gênées d'être vraiment serrées ensemble, enfin il y a vraiment il y a vraiment un truc collectif et aussi je pense de regarder des vidéos qui sont pas pensées pour être regardées en collectif, en groupe, enfin des vidéos YouTube ou des spots comme ça qui sont pas du tout pensés pour la projection comme ça en salle en fait. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose d'un autre point de vue que moi j'aime beaucoup dans ce qu'on fait, c'est la possibilité de montrer des choses entre guillemets très dures, ça peut être des films expérimentaux de 15 minutes un peu arides, et en même temps tout ça passe avec justement des pubs qui décontextualisées sont très drôles. C'est un peu ce qu'on disait peut-être sur la lucidité sombre et l'humour quoi. Il faut peut-être un petit peu de blague pour faire passer des choses extrêmement sombres. Moi je pense que c'est vraiment pour moi c'est un peu l'interrelation des choses, et je pense que c'est un peu un motto de mon existence, mais c'est l'idée d'avoir une curiosité assez vaste et de se dire bah en fait il s'agit pas de se fermer aux choses, il s'agit de les considérer toutes et de voir qu'est-ce que je peux tirer de chaque chose, et que leur interrelation elle est importante pour comprendre l'ensemble des choses quoi. Comme lire Télé Loisirs et Madame Bovary, c'est important. Un texte que tu aurais voulu avoir écrit? Alors, bon là, je sais pas, j'ai pensé le premier truc, bon il y en a plein, je pense. Enfin, les 3/4 des choses que j'aime, forcément, j'aurais voulu. Enfin, c'est pas forcément que j'aurais voulu, mais là d'ailleurs, je pense spontanément, je me dis, bah, le texte de Malcolm Lowry au-dessous du volcan, c'est incroyable. Enfin, c'est vertigineux de génie, enfin, de génie stylistique. Ça, c'est vraiment un texte. Peut-être pour répondre à cette question, je me suis dit des textes où j'ai été bluffée par le style, j'ai été emportée. Bon, il y a évidemment tout Proust, mais ça, Under the Volcano, j'avais été vraiment scotchée. Et j'avais écrit parce que ça m'avait fait aussi quelque chose. Quand je l'avais lu, L'ère du soupçon de Nathalie Sarraute, j'avais trouvé ça incroyable, la dimension synthétique en fait du passage par la sensorialité, et j'avais trouvé ça assez fou en fait. Quand j'avais lu, je m'étais dit on peut écrire ça. En fait, finalement, tout, et ensuite toute la poésie expérimentale, des textes de Christophe Darcos et autres, ça m'a aussi beaucoup ouvert. Alors c'est peut-être, voilà, est-ce que j'aurais voulu les écrire? Oui, mais j'aurais voulu tout écrire, y compris les loisirs. Enfin, je trouve que tout est génial, mais disons que pour répondre à ça, j'ai l'impression que c'est plutôt des choses où à chaque fois j'ai été dessillée par le style. Ça m'a comme ouvert quelque chose. D'ailleurs, là, récemment aussi, c'est vrai, j'aurais pu le citer, il y a un texte que j'ai beaucoup aimé, et je me demande même pourquoi je l'ai pas lu avant, c'est Autoportrait d'Édouard Levé. Je trouve ça génial. Très simple, très méticuleux dans la manière de raconter des événements, phrase par phrase, et puis en même temps, justement, les phrases sont pas toutes en rapport les unes avec les autres, et c'est la mise en rapport d'événements peut-être disjoints qui crée quelque chose de très étrange, parce qu'effectivement, à la fois, on a une percée dans son existence, et puis en même temps, la langue est très puissante aussi, donc les phrases sont assez géniales, enfin, c'est comme un peu une poésie. J'ai beaucoup aimé, et je me suis dit, waouh, comment il a fait, quoi. C'est pas du tout facile de tenir cet équilibre où on raconte des choses qu'on fait ou qu'on aime. Enfin, justement, c'est un peu autoportrait, genre... mince, j'avais une citation sur le fait qu'il ait des chaussettes avec des trous. Mais c'est un peu ce genre de choses, genre une chaussette sur 4 a un trou, je mange des glaces mais je finis pas le cône. Enfin, c'est pas du tout ce qu'il dit là, j'invente un peu, mais c'est vraiment des micro détails mais il arrive à avoir une espèce d'association qui est incroyable. Vraiment, finalement c'était assez délicat et drôle aussi comme texte.
Donc voilà, je dirais que c'est un peu de tout, mais effectivement, ce qui me fascine, c'est plutôt quand il y a un travail dans la langue ou dans la tonalité qui me fait un peu sortir de mes habitudes, quoi. Un texte à offrir. Je vais donner 2 textes à offrir parce que je suis contente d'ailleurs, c'est 2 textes qu'on m'a offerts et qui ont été très importants, donc je perpétue la longue chaîne de ces cadeaux. Je pense que le premier, c'est parce que j'aime bien l'idée d'offrir des textes courts, parce que je trouve que si on offre des textes trop conséquent, ça peut inhiber, ça peut être gênant. Enfin, moi, ça m'angoisse. En fait, j'avais plein d'amis m'offrent des textes, évidemment. Et puis, parfois, quand on m'en offre un très gros, c'est vrai que ça m'angoisse parce que déjà, je me sens obligée de le lire. Et je me dis, si j'y arrive pas, ça va être long, ça va me prendre du temps. J'en lis des grands. Mais en tout cas, je sais pas, je crois beaucoup à la vertu du texte court en cadeau. Et il y a 2 classiques dans ma vie. Le premier, c'est le Scum Manifesto de Valérie Solanas, pour moi, qui est un chef-d'œuvre absolu. Enfin, vraiment, ça a été une découverte quand on me l'a offert. D'ailleurs, je crois qu'on me l'a offert pour mes 30 ans. Et j'ai lu, j'étais là, waouh, ça a vraiment changé ma vie. Je me suis dit, c'est possible d'écrire. En fait, je trouvais que la radicalité devenait fictionnelle et je trouvais ça beau de pouvoir, justement, dans ce que permet quand même moi, je dirais la littérature, c'est la radicalité aussi. En fait, c'est vrai que c'est un peu difficile de dire en interview qu'il faut supprimer le sexe masculin. Mais en fait, dans ce contexte-là, c'est possible et je trouve ça beau que ça ouvre. Il s'agit pas forcément de le mettre en dimension programmatique, mais en tout cas de voir que cette vision-là, elle existe. En fait, c'est ça que je trouve beau, c'est la cohabitation en fait des visions, des désirs et le Scum Manifesto. Je trouve ça hyper fort en fait. Et plein de fois, parce que je donne des cours aussi, il y a des étudiants qui me disent oui, alors moi je lis des textes féministes et puis une sorte de trucs très premier degré du féminisme. Et je leur donne le Scum Manifesto. C'est ça, je leur dis lisez ça parce que ça c'est un peu radical. Enfin pour les sortir de en fait, la femme a une charge mentale très grande, encore aujourd'hui. C'est vrai, mais j'ai envie de dire, allons un tout petit peu plus loin dans ces rapports-là, parce qu'ils sont un peu inhibés, quoi. Et donc, je le trouve vraiment génial. Et donc, je l'offre quand même pas mal. Et sinon, une amie aussi m'avait offert ce texte que j'ai trouvé trop beau, qui est Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, de Stig Dagerman, qui est magnifique. Et en fait, c'est elle me disait, j'adore ce texte, j'en ai acheté plein. Et du coup, j'en offre aux gens que j'aime, parce que j'ai envie que tout le monde l'ait lu. Et puis, en fait, effectivement, ça a aussi vraiment été un texte, je me suis dit, mais oui, c'est ce que je ressens, ou moi aussi, qui suis si mélancolique. Et du coup, je l'offre aussi. Et sinon, globalement, j'offre beaucoup de poésie, parce que j'aime beaucoup en lire. Et pareil, je trouve que c'est pas trop invasif. Le roman, je trouve que ça peut être compliqué en fait. Mais bon, peut-être c'est idiot, je sais pas pourquoi je pense ça. Enfin, je me dis d'un coup, on spécule, je trouve qu'il y a une dimension un peu invasive dans le roman parce que ça prend du temps. Je trouve que c'est personnel, les relations qu'on a avec les textes et autres. Et si je connais pas très bien les gens par exemple. Alors que du coup la poésie, je trouve que c'est des puissances, des vocations, c'est des sauts vers ailleurs. On n'est pas obligé de tout lire. C'est un peu pour ça peut-être j'aime bien le format du livre qu'on a coécrit avec Emmanuel, le côté fiction interactive. On n'est pas obligé de tout lire en fait, et ça je trouve ça génial d'offrir en tout cas des livres qui sont un peu des fragments. La forme fragmentaire, oui, je pense que c'est un super texte à offrir, le livre d'Anjan Baudrillard et le héros. Voilà, c'est ça. Je conseille également à tout le monde de l'offrir, en plus du Scum Manifesto et de notre... Et c'est marrant parce que le Scum Manifesto et Stig Dagerman, c'est quand même des textes assez différents, quoi. En tout cas, dans le style, je me souviens plus, c'est un récit... Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Non, c'est vraiment une suite comme ça de fragments aussi. Enfin, plutôt de je pense de vers libre, un peu sur sa dépression, quoi. Oui, non, mais c'est complètement différent. J'ai répondu en me disant vraiment le Scum Manifesto, je l'offre vraiment beaucoup. Stig Dagerman un peu moins. Là, c'était vraiment 2 textes qu'on m'a offerts, donc je trouve ça assez beau de dire dans quelle mesure, en fait, il y a une dimension absolument collective à la lecture et à l'écriture, en fait. Parce qu'on s'offre des choses, on se les fait lire, on s'y prête, on écrit des choses à partir de choses qu'on a forcément lues. Enfin, je trouve ça très beau que tout ça, c'est soit quand même des palimpsestes ou des intertextualités. Enfin, bien sûr. Il y a quand même une dimension géante d'interrelation. Tout ça, c'est très intrafamilial, ces textes et ces auteurs, autrices. Et ça me fait aussi penser à un truc... j'ai l'impression que toi t'aimes bien aussi créer en groupe, quoi, ou en duo au moins, avec donc ce texte que t'as coécrit avec Emmanuel Fantin, que ce soit les Froufrous de Lilith que tu fais avec Bulle, vous faites ça en duo. J'ai l'impression que tes performances aussi, tu les fais aussi régulièrement en duo. Si je peux, c'est vrai. Je trouve ça
Et de toute façon, quand on fait des films hors found footage, et encore si on travaille, on peut travailler avec des personnes pour le mixage son ou un peu les catalonnages et autres. Bah, dans le cinéma, en tout cas, c'est vrai que la dimension collective, elle est ultra visible et je la trouve agréable en fait, de pas être seule, d'être avec d'autres. Et c'est vrai que finalement, dans l'écriture, on a plus l'impression de solitude et en même temps, c'est pas une solitude si réelle que ça parce que déjà, on est habité par les voix d'autres personnes ayant écrit et puis en fait, on échange forcément avec les autres sur ce qu'on peut faire. Donc en ça, c'est vrai que j'aimerais revenir sur cette dimension collective et je crois pas du tout au truc finalement. Et d'ailleurs, pour en revenir à la correspondance de Flaubert, on voit bien qu'il est pas du tout. Enfin, il est très seul chez lui, mais enfin, et encore, il y a sa mère et tout, mais il est pas du tout seul en fait dans son écriture puisque à un moment, il dit Maxime Ducamp a lu ce chapitre, lui m'a fait tel conseil, j'ai envoyé à Louis, on va faire des lectures à haute voix. Donc lui-même est tout à fait dans l'interrelation du processus. Donc moi, je pense que peut-être ça paraît plus évident parce que j'assume de faire des choses avec les autres et je trouve ça encore plus cool. Mais je crois pas que de toute façon il y a de réalité de création individuelle et d'un artiste esselé et tout. J'y crois pas du tout. C'est vraiment trop une mythologie presque insupportable en fait, presque masculiniste. Bah ouais, tout à fait. Qui veut gommer toutes les personnes qui sont autour de nous. Je suis tout seul et je suis un génie et je fais un truc dans mon coin quoi. Ouais. Je crois pas, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, j'y crois pas trop en tout cas. Un texte dans lequel tu aimerais vivre? Alors hyper facile, je sais pas, je me suis dit dans quoi j'aimerais vivre et en fait j'ai pensé à un texte qui avait été un fantasme pour moi et bizarrement je crois que je l'avais lu enfant puis je l'avais complètement oublié et à un moment j'ai arrêté de lire pendant longtemps, je sais pas avant ma vingtaine, entre mes 17 et entre mes 15 et mes 20 ans j'ai plus trop lu. Et puis j'ai un peu repris la lecture et je suis retombée sur ce texte. Et là, je me suis dit, waouh, c'est tellement génial. Et c'est Le Baron Perché de Italo Calvino. Je sais pas si tu l'as lu. C'est trop bien, c'est comme qu'un jeune qui se dispute avec sa famille et en fait ils montent dans un arbre, enfin ils sont un déjeuner, ils se disputent et puis il dit je veux plus être avec vous, enfin je me rappelle plus trop et ils montent dans un arbre, en fait après il fait que vivre dans des arbres, mais il développe une espèce de technique qui fait que, enfin j'aime beaucoup cette idée que le monde entier est relié, enfin qui peut relier le monde par des arbres en fait, d'allant d'arbre en arbre, de forêt en forêt, de cime en cime, il redescend jamais. D'où Le Baron Perché. Et c'est génial, parce que je me dis, moi, j'aimerais vivre une vie comme ça, dans des arbres et tout. Arbres. C'est un peu le contraire du béton et de la vie bétonnée, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, j'aime l'idée d'être un petit peu dans une sorte de, comme dirait Barthes sur la communauté. Enfin, c'est toute une dialectique de la distance. Mais d'une certaine manière, pas dans la dimension forcément être au-dessus, c'est parce que je veux de la transcendance. Mais j'aime bien cette distance avec l'humanité. Je trouve assez rassurante. J'aime pas être trop proche, moi, des gens et des communautés. Du coup, il y a quelque chose un peu d'une mise à l'écart. Alors cet écart il est structuré par le haut, mais c'est comme les ermites, ils sont tout le temps en haut, les stylites ou autres. Mais c'est pas forcément la transcendance, mais il y a un petit truc un peu comme ça d'être à l'écart que je trouve jouissif. Et après j'adore cette idée d'aller d'espaces complètement différents par des reliances autres. Et dans le même genre, à la limite, il y avait ce film The Swimmer que je sais pas si tu as vu non plus, c'est complètement délirant, il est génial. C'est donc un personnage qui, je sais plus ce qui se passe, il a un pari, il fait un apéro chez des amis, il fait un pari et il se dit en fait je pourrais passer de villa en villa, parce qu'il se dit en fait toutes les villas c'est autour de Los Angeles, elles ont des piscines et en fait on pourrait presque imaginer un grand trajet où je ferais finalement presque un continuum de nage de piscine en piscine, et il commence à le mettre en place et du coup j'adore cette idée en fait des continuums qui vont pas de soi et en fait qu'on recrée par la fiction quoi. Et du coup, c'était... Bon, après, en soi, je sais pas si j'aimerais vraiment vivre dans les arbres, parce que j'adore quand même la wifi, le confort, tout ça. Il y a une petite cabane, je crois, comme. Mais j'aime beaucoup l'idée de ce livre. Et oui, et cette idée, du coup, de vivre un peu à part et un peu dans ta cabane, un peu en marge... un peu société, ça, quoi. Et puis aussi la dimension très performance de du coup je refuse de toucher le sol, c'est-à-dire il descend, il peut, je crois même qu'à un moment il peut aller sur un cheval ou un truc comme ça ou sur une balançoire, mais il ne touche plus le sol. C'est ça que je trouve très marrant en fait, c'est le jeu, parce que du coup il y a plein de moments, il peut même dîner, déjeuner avec des gens, faire des trucs, mais juste il touche pas le sol. C'est sur sa branche, c'est ça, et j'aime beaucoup cette idée là, enfin je trouvais que c'était assez drôle de pas accepter certaines règles du monde dans lequel on vit. Ouais, c'est ça, il y a une petite dimension ludique, une petite dimension à part. Enfin, un peu, en fait, c'est toujours pareil, c'est ce truc de retournement. Un peu de la même manière, j'avais adoré la scène dans Mary Poppins où il mange au plafond. Ouais. Pour moi, c'est le même genre, quoi. C'est juste génial. On se dit, ah ouais, en fait, on peut retourner. Quand j'étais petite, je me disais tout le temps, alors là, si j'avais une table là, je regardais le plafond et tout, je me disais, ah, ça serait trop marrant, j'aimerais trop et tout. Et puis, j'aime bien le truc du pari stupide, genre, bon, moi, je vais vivre dans les arbres et en fait, je vais vraiment au bout de mon truc. Ouais.
J'aime beaucoup les œuvres, enfin même dans la performance qui mènent. Enfin, j'adorais Francis Alice et tout pour ce performeur, pour ce genre de truc du genre je vais pousser un gros bloc de glace dans Mexico, mais jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ouais. J'adore en fait l'épuisement des idées. Je trouve ça beau. Et toi, dans tes performances ou dans tes productions, t'as un peu cette idée d'aller au bout de certaines choses, de certaines idées En fait, à un moment, j'étais intéressée par travailler justement ces questions d'épuisement et tout. Et puis, en fait, quand même, la performance, j'en ai fait un peu plus des choses plus physiques et tout. Et c'est très fatigant, je dois dire... grand respect parce que c'est fatigant physiquement quand on fait des choses physiques, d'aller au bout de ces choses-là. Et après, c'est fatigant, je trouve, l'apparition en public. Ça demande beaucoup d'énergie, en fait, de se maintenir dans la performance face aux autres. Donc, très rapidement, je me suis dit, oh là là, je n'ai pas du tout ce courage. Même si j'étais fascinée par... pas mal de performances qui vont dans des trucs très loin. Bien sûr Marina Abramovic, mais d'autres personnes qui peuvent faire des choses sur des jours, des mois, et la discipline et la rigueur. Mais en fait, je crois que c'est pas trop ma personnalité. J'adore, mais finalement, je peux pas aller au bout. J'ai envie de faire autre chose. Ouais, c'est ça. J'adore Onkawara, mais je pourrais jamais faire ça, en fait. Par contre, il y a un côté incroyablement rassurant dans le rituel de la performance, parce qu'en fait, on pense plus à rien d'autre que ce qu'on est en train de faire. Et ça j'adore cette idée, quoi. C'est l'heure de la carte blanche. Super, je suis hyper contente. Du coup, c'est quelqu'un maintenant qui est quand même assez connu, et puis c'est pas moi qui l'ai découverte, je l'ai découverte également grâce à d'autres personnes qui l'ont réédité. Mais c'était vraiment, je pense, ma grande découverte d'il y a 2 ans. Et du coup, c'est une femme qui a été un peu oubliée, donc je suis contente, autant parler déjà mettre un peu des autrices en avant. Et du coup, c'est Hélène Bessette, qui a été republiée. Alors, d'abord, je crois que c'est par Laure Limonge qui a retrouvé... je crois qu'on lui avait adressé un de ses textes, et puis ensuite, elle a été la première éditrice, et ensuite, je crois que ça a été édité... Enfin, je crois, je les ai achetés en plus, mais j'ai oublié la maison d'édition. Donc, ça a vraiment eu une espèce de remédiatisation, et du coup, moi, je sais plus comment j'en ai entendu parler. Et après, j'ai écouté tous les podcasts de ces 2 personnes qui parlent d'Hélène Bessette. Et j'ai aussi lu les livres, et j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, je suis trop triste de son existence, parce qu'après, je sais pas, quelqu'un disait qu'elle a fini sa vie assez pauvre. Je crois qu'elle habitait dans l'Orne, et elle mangeait des vaches qui rient. C'est ce qui m'avait trop marqué. Genre à 80 ans. Alors que, en fait, quand j'ai lu ses livres, j'ai trouvé ça incroyable. Il y a un peu quand même une dimension très poétique, et puis il y a un peu justement toutes ces thématiques transversales, d'après moi, dont on parle, un peu une espèce de lucidité, de l'humour, un peu humour noir, beaucoup de critiques. Elle a une dimension très rage sociale dans le texte Ida. Je crois qu'elle a elle est bonne en Suisse, donc elle critique un peu toute cette société. Il y a un autre où c'est un couple, c'est un peu ses choses à elle, enfin c'est toute une histoire du couple, mais de la violence en fait de la société sur ce couple, mais la langue est hyper vivante. J'ai vraiment adoré, c'était un choc, j'avais tous lu, j'étais là, waouh, merci. Il y a toujours ce moment, je trouve, où on lit plein de trucs, puis finalement la rencontre se fait pas, et puis on se dit, je retrouverai jamais, un peu comme dans les histoires d'amour, je retrouverai personne. Et puis je pense que là j'étais un peu dans un trou où justement, je pense que mon choc d'avant c'était vraiment Thomas Bernhard, j'avais tout lu, j'étais là, waouh. Entre, il y avait peut-être 1 ou 2 trucs, et puis je sais pas, ça faisait 2 ans que j'avais pas une telle exaltation, et là j'ai découvert Hélène Bessette, et ça m'a vraiment ça m'a soulagée déjà c'est ridicule, mais c'est de me dire chouette, il existe encore vraiment des choses qui vont autant me plaire. C'était pas la fin, même si je le sais, mais à chaque fois on n'avais pas tout lu. Ouais, voilà, je prétends pas du tout évidemment avoir tout lu, mais c'est que parfois j'ai peur de me dire est-ce que je ressentirais encore un truc aussi grand, où j'ai envie de plonger dans l'œuvre, j'ai envie pas forcément de connaître la personne, j'ai jamais forcément envie de connaître les gens, mais donc voilà, c'est un peu de faire en sorte, mais bon, moi je peux pas faire, enfin c'est déjà très bien fait de dire lisons Hélène Bessette, c'est vraiment génial. Tu conseilles lequel pour commencer? Et la bonne question, comme j'ai pas fait de recherche, il faudrait que je regarde parce que je me rappelle jamais des titres. Ouais, alors donc déjà je me suis un petit peu trompée parce que je suis très mauvaise en titre et tout. En fait c'est Ida qui est une bonne et suite suisse qui raconte aussi une domestique en Suisse. Qu'est-ce que je conseillerais en premier? En fait je sais pas. Moi je pense que alors a priori comme j'aime beaucoup cette personne, je ferais l'inverse, je conseillerais si on n'a pas peur de la surprise, d'aller dans la première librairie la plus proche, de demander si Hélène Bessette et de prendre celui qui est en rayon. Voilà comment je ferais. Je me ferais une petite promenade dans plein de librairies jusqu'à en trouver un.
Mais sinon, je crois que j'avais beaucoup aimé La Tour. Justement, Ida ou Le Délire, j'avais trouvé ça super. Et des poèmes, mais je les trouve plus là. Je les vois pas sur le... Lily pleure aussi, c'est bien. Bon voilà, non mais je conseillerais tout. Se laisser guider par les coïncidences. Juste aller dans la librairie et voir ce qu'il y a. Ouais. C'est ça, je ferai exactement ça. Ok, trop bien. Bah merci Camille. Bah merci à toi, c'était super. C'était super intéressant. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Camille Zéhen, dont vous pouvez retrouver le travail sous différentes formes à travers de multiples supports. Je vous conseille notamment de vous procurer le livre dont Jean Baudrillard est le héros, coécrit avec Emmanuel Fantin aux éditions MF. C'est un livre très instructif sur un philosophe finalement assez méconnu, même quand on croit le connaître. Et c'est un livre extrêmement original dans son dispositif et aussi extrêmement drôle. À mon avis, on a vraiment besoin de plus de textes comme celui-ci en sciences humaines qui assument d'être créatifs, qui assument d'expérimenter et qui prennent une distance salutaire avec une certaine idée du sérieux académique. Vous pouvez également suivre son collectif Les Froufrous de Lilith sur les réseaux sociaux et guetter les différents événements qu'elles organisent. Camille Zéhen est aussi en ce moment artiste pensionnaire à la Casa de Velázquez où elle développe un projet. Je vous lis le petit résumé qui est sur le site de la Casa. La valeur de la monnaie repose sur une fiction. En confrontant texte, images, imaginaire de l'or, des conquistadors et de la colonisation avec des sources actuelles, Camille Zéhen interrogera cette fiction vorace et dressera, non sans ironie, un portrait de la société occidentale. On a bien sûr extrêmement hâte de découvrir ça ainsi que les prochains projets de Camille Zéhen. Le nain de Par Lagerkvist, j'espère que c'est prononcé comme ça, est paru chez Stock dans une traduction de Marguerite Gay en 1994. Madame Bovary meurt de province de Gustave Flaubert est paru chez Michel Lévy-Frères en 1857. Maître ancien comédie de Thomas Bernhardt est paru dans une traduction de Gilberte Lambrix chez Gallimard en 1991. Béton, arme de construction massive du capitalisme de Anselm Japp est paru aux éditions L'Échappée en 2020. Under the Volcano de Malcolm Lowry est paru chez Jonathan Cape en 1947. Scum Manifesto a été écrit et auto-édité par Valérie Solanas à partir de 1967. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Stig Dagerman est paru dans une traduction de Philippe Bouquet chez Actes Sud en 1984. Le Baron Perché d'Italo Calvino est paru dans une traduction de Juliette Bertrand chez Seuil en 1960. L'œuvre d'Hélène Bessette a été publiée chez plusieurs éditeurs, notamment Gallimard, Léo Cher et Le Nouvel Attila. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Ségard et illustré par Pauline Le Serre. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de partager l'épisode, d'en parler à vos amis, de mettre des étoiles sur les plateformes de streaming. Je vous en serai extrêmement reconnaissant. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où on va parler pas mal de l'art de faire des chansons.